Donc, autour de la table, Jean-Christophe Alquier. Salut Jean-Christophe. Salut Stéphane. Président fondateur de Alquier Communication. Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Fondateur de netinvestissement.fr. Nicolas Dueb. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. On disait serial entrepreneur à une époque. Nicolas, combien de boîtes t'as monté, Nicolas? En fait, c'est surtout la même structure que j'emmène et que je fais évoluer. Donc, je suis plutôt le roi du pivot que le roi de la création. Alchimie. Alors aujourd'hui, tu es dans l'univers de la télé, de l'audiovisuel, etc. et tout. Exactement. Et puis en fait, avant, il y avait une structure qui s'appelait Selfish, qui avait été dans les contenus pour mobile. Donc on va reparler du magasin d'Apple après. Non, mais moi je veux bien que tu me parles de pivot, mais entre le contenu pour mobile et Alchimie aujourd'hui. C'est la même structure juridique. Oui, d'accord. Ok. Et il a fallu quand même à un moment donné trouver des investisseurs pour leur faire passer d'un point A à un point B, les convaincre qu'avec les compétences de l'un, on pourrait faire le deuxième. Parce que à un moment tu te dis le 1, il n'y a pas assez de potentiel, ça marche pas, je suis dans un corner. Exactement, on était dans les jeux pour mobile, en fait on travaillait beaucoup avec les opérateurs télécoms, et puis l'arrivée des téléphones intelligents, des smartphones, ont fait que les applications se sont développées, et nous on n'a pas forcément bien réussi à devenir éditeur de jeux, donc on était un peu distributeur, et puis là on a fait face à des opérateurs qui se sont dit « Ah, mais je suis qu'un tuyau, alors je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire. » Et donc, il a fallu se réinventer puisque notre marché adressable a disparu. Et là, progressivement, on s'est dit ce qui s'est passé finalement dans la musique, ce qui s'est passé dans le jeu, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment à la télévision ou à la vidéo en général. On va passer avec ces micros-abonnements, ces terminaux fragmentés, la possibilité pour chacun finalement de créer sa propre chaîne de télévision ou son propre service de SVOD. Mais cette fois-ci, on va devenir pas que distributeur, on va s'associer avec les éditeurs pour éviter l'intermédiation. Et Alchimie est née de cette évolution, avec surtout à la base la maîtrise des paiements, la maîtrise de la technologie, puisque en fait tout ça, on a un clic sur un bouton, sur un triangle, sur une vidéo, puis ça marche tout seul, mais en réalité derrière, il y a quand même pas mal de back-office. Et puis la réinvention du marketing digital. Et rendre tout ça plus simple pour nous, et revenir à cette fameuse phrase des télécoms, sans couture, comme tu dis, qu'à un moment, je trouve en un clic le contenu que je veux. Exactement. Ça fonctionne tout seul, ce qui est quand même les box, et puis tout ça, c'est extrêmement fragmenté. Parce qu'en fait, en réalité, c'est devenu très difficile, puisque avant, on cliquait sur le 1 de sa télévision. Alors aujourd'hui, les téléconnectés, en plus, changent la donne à travers les box d'opérateurs, les box... Good. Le pivot. Les amis, ambiance de rentrée, Stéphane, comment est-ce que vous sentez les choses? D'abord, ambiance de rentrée. Alors, il y a 3 spectres pour être un peu complet. Vas-y. Rapide. Le perso, moi je rentre de vacances, donc j'ai pas envie. On n'est pas censé raconter sa vie, si tu veux. Tu vois, c'est censé être un débat avec un peu de hauteur de vue, entre gars qui partagent des expériences, des bonnes pratiques. Pour être sérieusement, parce que moi, évidemment, je fais ce clin d'œil parce que ma vision va être une vision d'entrepreneur. Non, mais vas-y alors. Non, mais vas-y sur la vision, ça va être les professionnels que j'ai rencontrés depuis que je suis rentré et les particuliers, c'est-à-dire mes clients, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que j'entends et à quoi j'assiste en ce moment, comme table ronde, conférence, etc., et ce qui me remonte de façon très. Alors vas-y. En gros, il y a une inquiétude qui est fondamentale, qui va ne surprendre personne autour de cette table, c'est que évidemment, le quoi qu'il en coûte s'arrête, donc il va falloir se poser la question de la note. Donc ça, c'est très concret. Vous l'avez chez les professionnels comme vous l'avez chez nos clients, qui aujourd'hui freinent un peu des 2 pieds sur certains investissements en disant on va attendre de voir ce qui va arriver. Deuxième point. C'est quoi hausse d'impôt alors? Crainte des hausses d'impôt. Ouais, hausse d'impôt, on ne sait pas trop. La situation géopolitique se tend un peu. Le projet de loi de finances n'est pas encore sorti. Et il va être, entre guillemets, tu sais, très bancal, parce que les projets de loi de finances de l'année préélectorale est toujours un petit peu bancal. Voilà. Donc la sensation qu'on a, nous, auprès même de nos petits collaborateurs de 25 ans, qui ont des jobs sympas chez Net, c'est qu'il va falloir à un moment passer au guichet. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve encore dans cette entre deux eaux. On veut bien rentrer, on est en forme, on est content parce que très clairement, on nous a laissé passer un bon été. Tes gars retournent tous au boulot? Tous. Il y a combien? Netinvestissement.fr, c'est combien de gars? 40 personnes. 40 personnes. Ouais. Ils sont tous. C'est à Bordeaux, hein? C'est à Bordeaux. Bordeaux et Paris. Ils sont tous retour sur site. Voilà, on leur a laissé la possibilité, s'ils voulaient, d'un jour par semaine de télétravail, mais non, ils sont sur site. Mais ils ont envie de venir. Non, mais... Moyenne d'âge inférieure à 30 ans. Hein. Ouais. Donc rester chez soi, c'est pas faisable en fait. C'est pas quelque chose dans leur culture. Eux, ils ont envie justement d'être en coworking, etc. Et enfin, en termes d'investissement,
l'ensemble des classes d'actifs sont sur une euphorie qui, parfois d'ailleurs, peut être un tout petit peu inquiétante. Il y a des choses qui commencent à monter autour des matières premières alimentaires, mais ça aussi, on va en parler dans la semaine. C'est une grosse inquiétude. Ça ne... Si, en fait, là, en ce moment... ça ne tempère pas l'inquiétude fiscale. Si je peux passer un message sur ce sujet-là, il faut être très, très prudent. Donc, nous, on va demander à nos clients d'être extrêmement prudents dans les semaines qui viennent, parce qu'évidemment, l'euphorie, elle est formidable. Sauf qu'il y a un moment donné, on risque peut-être de se faire rattraper par des notions basiques de macroéconomie, puisqu'en fait, grosso modo, on voit qu'aujourd'hui, ce qui porte les marchés, et tant mieux pour nos clients, puisqu'on continue à leur faire investir là-dessus, c'est quand même toute la notion de croissance, les valeurs de croissance, les entreprises de croissance, des entreprises qui parient sur de nouveaux modèles de l'innovation, de la transformation, de la remodélisation de business. Donc là, on est en plein dedans. On a trouvé ça très intéressant, sauf qu'il y a un moment donné, si tout ça est financé par une croissance, on va dire, artificielle, c'est-à-dire elle est bancarisée en fait, c'est pas une vraie croissance réelle. Je ne parle même pas des sociétés fantômes qui sont encore en vie mais qui ne le devraient pas, qu'il y a un moment donné où ça risque quand même de craquer là-dessus. Donc on se met beaucoup. Donc on dit à nos clients d'être prudents. Parfait. Jean-Christophe. Moi, je trouve que ça fleure plutôt bon, mais je suis pas tout à fait dans le même univers. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je patrouille plutôt dans des vraies entreprises. Pardon, c'est une provocation. Je suis pas dans la finance, donc je suis dans la vie réelle économique. Et je dois dire que mes clients, ils sont plutôt optimistes. Ils sentent d'abord gros clients, toi quand même beaucoup, oui, beaucoup, gros corporate, gros corporate, société mondialisée, de taille importante, mondialisée, internationale. Et eux ont plutôt le sentiment que la reprise est là, qu'il y a une forme d'appétence à la fois de leurs clients, de leurs consommateurs. Ils ont d'abord envie de sortir de l'ornière, donc on y va, on mobilise. La transfo, non, le sujet. Oui, pour ces gros-là, c'est la transfo. C'est exactement ça. Le sujet, c'est la transformation, l'adaptation à ce qui a bougé au cours de ces 18-20 derniers mois à cause de la pandémie. Il y a une source d'inquiétude qui est assez centrale, qui monte vraiment en pression, c'est le recrutement. C'est de trouver les bons profils, les bonnes formations, les bonnes compétences. Et ça, c'est un vrai enjeu dans beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs. Le seul secteur que je vois encore, je dirais dans la panade, c'est ce qu'on va appeler tourisme, leisure, transport aérien, qui n'ont pas encore complètement redressé la barre. Mais sur le reste, je sens que l'année, en tout cas l'année scolaire, on va le dire comme ça, l'année scolaire redémarre bien et moi je suis plutôt assez optimiste. Bon, Nicolas ? Nous, avec les équipes, en France et puis à l'international, c'est surtout l'international. Même question, tous de retour au bureau, t'es geek là 2 jours par semaine. Ah. Voilà, on avait pris la décision avant l'été de dire 3 jours au bureau, et puis parce que faire société à un moment donné, il faut quand même se voir. Ouais. Et puis 2 jours en télétravail. En fait, on a une dichotomie entre les jobs qui sont plutôt dans la production. Donc on produit au bureau, on produit chez soi quelque part, c'est un peu la même chose. Donc c'est le cas des geeks. Mais en revanche, pour tous les jobs qui sont plutôt commerciaux, qui vont être tournés vers la créativité, vers le marketing, où on travaille en équipe, c'est l'intérence entre les différentes idées. Là, tu as besoin du retour en physique. On a besoin. Et ils ont besoin. Et ils sont tous d'accord. Ils ont besoin. Donc en fait... je dirais que le problème, c'est un peu l'égalitarisme à la française, où parce que les techs peuvent avoir du télétravail, et ben les mecs du marketing et télétravail, ils y ont droit. Alors que s'extirper de la créativité de l'entreprise, c'est de détruire sa valeur personnelle, parce qu'au bout d'un moment, on ne fait pas valoir ses différents concepts, on ne fait pas valoir son relationnel, etc. Donc pour eux, c'est pas porteur. Et en plus, quand ils sont jeunes, où on cherche à gravir les échelons, on cherche à montrer ce dont on est capable, c'est finalement très dévastateur pour eux. Donc nous, on a quand même dans l'ensemble une équipe qui a conscience de ça et qui est revenue avec le sourire. Et les managers d'équipe leur laissent les 2 jours de télétravail. Le sujet salaire, pouvoir d'achat, etc., c'est quelque chose que... Jean-Christophe, c'est un truc... en même temps, dans tes grandes boîtes-là, c'est pas vraiment pour eux le sujet. C'est pas vraiment le sujet. Mais mécaniquement, s'il y a des tensions sur le marché du travail, les salaires vont commencer à monter et on va avoir des enjeux qui sont des enjeux d'inflation, pour être très clair. Stéphane, comme l'a dit mon voisin, nous on est dans un secteur un peu protégé sur ça. C'est tous les trois d'ailleurs. En plus. Donc théoriquement, pour eux tout va bien. Et juste, j'avais une question précise. Alors là où tu es en plein dedans, parce que ça aussi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans la relation commerciale.
Alors, bon, toi, tu es netinvestissement.fr, donc de toute façon, tu avais tout digitalisé, mais tu entends parler autour de toi. La relation commerciale sur l'investissement, elle se faisait beaucoup en one-to-one et en présentiel. Ouais. Les gars vont tout reprendre, ou est-ce qu'il y a une accélération de la digitalisation là-dessus ? Il y a eu, évidemment, sur les 18 derniers mois, c'est évident, on a gagné, je sais pas, peut-être 3 ou 5 ans dans la digitalisation des métiers, c'est-à-dire ce qu'on se disait ensemble il y a peut-être 10 ans et qui aurait dû arriver vers 2025-2026 pour de bon, il est arrivé là. Ouais. Mais même les grands groupes, alors c'est très compliqué pour les grands groupes, mais évidemment, ça a simplifié les choses, même d'un point de vue réglementaire et juridique. Il y a eu des accélérations, par exemple, signature électronique, tu sais, pour les notaires. Ouais, très intéressant ça. D'avoir une reconnaissance faciale chez le notaire, qui est une double signature électronique d'un acte, c'est des choses qui coûtaient une fortune et qui traînaient. Bon voilà, les notaires ont été vraiment obligés d'y aller, et ceux qui avaient prévu de le faire ont été franchement des gagnants cette période-là, parce que. Et ça, c'est un acquis, ça qui restera, et c'est pas négligeable comme acquis. En revanche, la première chose qui s'est passée à chaque fois qu'il y a eu un déconfinement, et là, en fortiori, avec une grosse libération des entreprises, parce que maintenant les entreprises décident de la politique de télétravail depuis là, enfin à partir du 15, évidemment, toutes les sociétés de gestion renvoient leurs commerciaux pour nous voir en région, en province. On recommence à organiser des journées, etc., parce que ça fait 1 an et demi qu'on ne se voit plus. Même si ça coûte plus cher, les directions financières, elles ont été ravies finalement d'avoir des bagnoles au garage, d'avoir plus d'events. Elles ont tiré un feu d'artifice. Ah mais oui. Et moi je me disais qu'il y a une pression sur les commerçants. Pour les boîtes internationales, ça a été des économies mais monstrueuses. Quand on prend un groupe comme L'Oréal, les économies sur le transport aérien des collaborateurs, ça a dû être phénoménal. Ah, mais là, c'est parce que les transferts sont tellement grands. Enfin, là, évidemment qu'ils ont fait beaucoup d'économies. D'abord, ils ont donc un trésor de guerre à dépenser. Et nous sommes dans un métier, et c'est moi qui le dis. Ouais, et j'aime bien. De relations. Ben oui, moi, je suis un vieux modèle quand même. J'ai créé un modèle très innovant, mais je suis un vieux modèle encore. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer quelqu'un, de le voir dans les yeux et de discuter très sérieusement d'un sujet. D'accord. On parle d'argent. Donc que ce soit nos clients, nous on a des clients qui commencent à redemander à venir nous voir, quand même, ce qu'ils ne faisaient plus ces derniers temps, parce que ça leur allait très bien, puis ils ne voulaient pas sortir, etc. Alors que d'un côté, ils ne veulent plus aller à la banque, finalement, quand on parle un peu plus longtemps, qu'on reste 2 heures, ils ont envie de revenir. Moi, je trouve ça très bien, parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'outil digital qui te permet de ne pas te déplacer pour un truc pas utile. Une signature, par exemple. Qui n'est pas utile, c'est pas la peine de faire un Paris-New York. En revanche, le moment où il y a vraiment un gros dossier, ou une convention, ou quelque chose qui a besoin d'une émulation, d'une rencontre, de faire société, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Là, on est en plein dedans, tant mieux. Nicolas, pareil, relation commerciale. Ouais, je pense qu'en fait, ça dépend surtout de ce qu'on vend. Quand on vend des petits outils SaaS à 2 000 € par mois, on peut le faire à distance. Ça se fait avec une interface. Quand on vend, par exemple, avec les télécoms, des contrôles. Il se trouve que je discute avec des gars qui vendent des outils SaaS à 2 000 € par mois. Ils ont besoin d'aller sur le terrain parfois aussi. Oui. Mais je pense. Enfin, en tout cas, les commerciaux veulent. Les commerciaux, ils aimaient cette vie, en fait. Moi, je pense que ils aiment ça. Et quand on est commercial, on aime ça. Ouais. Donc, de toute façon, d'être enfermé, c'est contre nature. Donc il faut lâcher l'énergie, et c'est ridicule de les garder au bureau. Et puis après, il y a des dossiers où pour emporter la conviction, il faut avoir l'interlocuteur à ses côtés, le regarder dans les yeux. Bon, c'est sympa, la visio, on arrive à évoquer pas mal de messages, mais vous savez comme moi que tout ce qui est l'intuitu personae, le langage des signes, tout ce qui est le non-dit, c'est vital pour tout un paquet de contrats. Donc, même l'acheteur, il en aura besoin. Une petite note culturelle, il faut absolument que vos téléspectateurs, Stéphane, voient ce film qui s'appelle In the Air avec George Clooney, où c'est un garçon qui fait des restructurations et qui annonce des licenciements. Et un jour, son patron lui dit, on était bien avant la pandémie, tu vas le faire désormais par Skype. Et il annonce à des salariés les licenciements. Et c'est extraordinaire à quel point ce film est visionnaire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il a 10 ans. Il est en course pour avoir la carte, les miles, mais le record du monde des miles, en fait. Je crois que c'est ça. Oui, voilà. Exactement. Effectivement, c'est peut-être un film du monde d'avant, ça. Voilà, tu disais. Les débats qu'on a pu faire à un moment donné lorsqu'on était coincés chez nous par des visios, par des Skype, etc., c'est pas la même chose que de refaire un débat entre nous, parce que là, on se regarde, on s'observe. Il y a une autre notion comme ça. Quand on a chacun notre temps de parole derrière un écran, ça crée peut-être pas forcément les mêmes réflexes et les idées ne sont peut-être pas les mêmes. Absolument, je trouve. Alors, mais justement, ça tombe bien. Je trouve qu'on a. Alors peut-être que je me gourre, mais donc Challenge a quand même fait une enquête monumentale. 10 000 personnes, Harris Interactive, etc. D'où il ressort. Alors oui, il y a c'est mixed emotions, la façon dont on regarde les choses, mais enfin quand même, bon Dieu. 65% des Français sont satisfaits de leur niveau de vie.
85%, pour moi, c'est le plus important, ont foi dans le progrès. Très franchement, j'aurais jamais cru sortir avec un chiffre pareil. Jamais. Après notre épisode 5G, après les faucheurs d'OGM, après... Enfin, bon. J'en avais un autre. 84% sont fiers de leur travail. L'emploi, ouais. Et 72% Ouais. pensent qu'il est utile à la société. Ouais. Ça, c'est hyper important. Sans faire Mon de Dieu, la, mais qu'est-ce qui pense se qu'ils sont passe? Pourquoi? sans faire de la psychologie sociale Vas-y. à deux balles, mais Je t'en prie. je pense qu'il y a d'abord, il y a une chose, il y a une forme sans doute aujourd'hui de soulagement dans commencer à entrevoir la sortie de la pandémie. Et donc, les choses, les perceptions, puisque c'est mon métier que de gérer les perceptions se modifient un peu mécaniquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ça témoigne de ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'optimisme que je sens dans les entreprises en cette rentrée, c'est que les Français partagent une forme d'optimisme. Il y a eu, dans cette mécanique de transformation que la pandémie nous a imposée, des perspectives qui se dessinent et pour lesquelles, finalement, les Français se disent que peut-être il y a des choses à jouer. Il y a des mécaniques aussi de génération. Et puis, moi, je pense... Mais c'est énorme, Jean-Christophe. Enfin, moi, depuis je ne sais pas combien de temps, Stéphane, j'ai la vision d'un pays, on disait, plus pessimiste qu'en Afghanistan. Là, peut-être que ça se discute maintenant. Stéphane... Et surtout des gens qui, dans toutes les transformations, pensaient qu'ils allaient perdre quelque chose. Reprenons ce qui se disait en mars 2020, quand la pandémie est tombée sur le monde. Tout le monde a fait des prédictions absolument abominables. Le monde allait s'effondrer sur lui-même. Rappelez-vous, et en particulier dans le domaine de l'économie, où on nous prévoyait des niveaux de chômage absolument ahurissants, on nous prévoyait des catastrophes et des cataclysmes économiques. Rien de tout cela ne s'est produit. Il y a un effet de soulagement. Ouais. Peut-être que si on fait le même sondage dans 6 mois, on reviendra à des niveaux qui seront des niveaux Tu casses plus, ma baraque, là. plus Pourquoi raisonnables. c'est pas structurel, ces Non, chiffres-là? non, je pense que c'est Ah, tout c'est à fait intéressant. conjoncturel et je pense qu'on est effectivement là sur le terrain uniquement des perceptions. Les 6 mois qui viennent vont commencer à donner aux Français, aux professionnels, aux entreprises, etc., le niveau de l'expérience. Et peut-être qu'on va... Mais foi dans le progrès, c'est pas une... Enfin, ça, c'est... Foi dans le progrès, c'est le vaccin. Ne va pas chercher plus loin. Mais justement, Ne va pas chercher plus mais loin. enfin, c'est extraordinaire. C'est la démonstration, d'une certaine manière, que la science, la technique, le progrès ont encore un sens pour nos sociétés, alors qu'on les avait enterrés sur, j'allais dire, l'autel du pessimisme que vous évoquiez tout à l'heure, cher Stéphane. Tu faisais la moue, Stéphane. Non, je ne faisais pas la moue. C'est que la démonstration, on ne peut pas la discuter parce que d'abord, c'est une question de perception. Après, moi, je suis un optimiste naïf, tu sais très bien. Donc, de toute façon, moi, je crois depuis très longtemps que l'image du français râleur, du gaulois, etc., elle est extrêmement tronquée. Je pense qu'il n'y a pas un peuple qui, dans la perception de son propre pays, de son activité, de son économie, n'est pas plus fier que la France et les Français. En revanche, comme ils sont extrêmement sensibles sur ces sujets-là, dès qu'on les interroge de la mauvaise façon, ils vont forcément regarder la moitié du verre vide. Et dans l'enquête de Challenge... Ah, il y a du verre vide aussi. Hein. Oui, Oui, absolument. Hein, il faut pas... Stéphane, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on le traduit derrière. Toutes les questions ne sont pas des questions béates, toutes les réponses ne sont pas des questions de « on est tous heureux », etc., etc. 85% des gens qui ont l'air plutôt satisfaits en ce moment, 70% sont contents parce qu'ils ont l'impression d'être fiers, les jeunes sont plutôt ambitieux. Moi, j'ai trouvé des trucs hyper positifs, mais ça ne m'a pas surpris. Je pense juste que c'est vachement plus simple sur 10 personnes dans la rue, d'en choper un qui va hurler parce qu'il est anti-vaccin, gilet jaune, tatati, tatata, ben, il y en a 9 autres, ils vont passer leur chemin. L'image, quand même, l'image que tu notre vois à travers. travers, j'allais dire, le tube cathodique. Hein, il y a longtemps, l'image que tu vois à travers ta fibre et ta box, voilà, c'est quand même celle d'un pays fracturé dans lequel on peut plus rien faire, de gens qui sont à bout, etc. C'est pas l'homme des médias, c'est pas moi qui vais le dire, c'est un reproche. Hein, évidemment, on voit 160 000 je personnes. sais que notre qui défilent en responsabilité est France. très lourde, c'est pour ça que vous êtes là, les amis. Voilà. 160 000 personnes qui défilent en France encore le week-end dernier anti-vaccin. Il y a 49 millions de personnes qui ont leur première dose et 40 qui sont vaccinées. La proportion, elle est plus de 85%. Donc il y a des gens qui jouent le jeu et qui y vont. Quoi. Et surtout, alors maintenant, mais au début, moi, ce que j'adorais, c'est le samedi de manifestation. Donc, tu en avais 200 000 dans la rue et tu en avais 500 000 en train de se faire vacciner le même jour. Non, mais attends, parce que si tu veux du verre vide, je te donne la parole, C'est Nicolas. pas des manifestations anti-vaccin, c'est des manifestations surtout anti-pass. Passe sanitaire, pardonne-moi. Ça peut intégrer l'idée que Nicolas, le je progrès... veux pas qu'on parle de ça, mais c'est une posture, ce truc. Je sais pas. C'est une posture de gars qui se dit...
je veux pas trop insulter l'avenir quand même. Être anti-vaccin, c'est un peu chaud, donc je vais dire que je suis juste. Je suis d'accord. Je suis tout C'est à fait une d'accord. Moi, je suis- posture pour faire le malin. J'assume être vacciné, et être le contrôle pass sanitaire. Oui, mais tu n'irais pas manifester dans la rue. Non, j'avais autre chose à faire samedi. Mais Bah, ça change tout déjà. Non, mais ça peut s'entendre. Enfin, là, c'est intéressant sur le progrès. Je pense que l'idée de progrès, d'ailleurs, dans l'article, c'est plutôt le progrès technologique que le progrès. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça m'intéresse. Absolument. Qu'on a évoqué. Et c'est vrai que, par exemple, la 5G, tu citais la 5G. Qu'est-ce que vous pensez des dangers? Mais avant, est-ce qu'on peut parler des usages? Est-ce qu'on peut parler de ce que ça va transformer dans la vie des uns et des autres? Et on parle des avantages. On parle de la voiture autonome. Elle va créer des accidents. Oui, mais vous imaginez que vous allez pouvoir faire 120 km/h sur... Non, on peut pas dire... Autant on peut pas dire que la voiture autonome va créer des accidents. Elle conduira toujours. Non, du tout, les débats sont toujours sur le côté négatif du progrès technologique. Ouais. Donc du coup, vous entendez beaucoup parler de ça, et puis forcément, vous dites je vais me protéger, je sais pas, et vous avez un réflexe anti-progrès. Alors que la réalité, on vendrait les progrès, on en vendrait les usages, on en vendrait On a essayé sur la 5G. Enfin, d'ailleurs, sur la 5G, après, je crois que le truc est plié maintenant. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Non, juste je te redonne la parole, mais sur le verre vide quand même, la question clé, quoi. Comment est-ce que vous ressentez le pays? Pour 47% des Français, c'est le déclin. Pour 13%, c'est le progrès à venir. Et pour 40%, on ne sait pas trop. Mais tu as quand même 47% des Français qui pensent que notre pays est en déclin. Oui, mais alors après, on en parlait juste avant. C'était François Langlais qui parlait de l'arrosage automatique qui était mis en place. Lui, il y a très très longtemps qu'il pense qu'on est en déclin. Donc voilà, mais au moment où on va quand même retirer les milliards qui ont été mis, parce que là c'est le rebond, mais quelque part... Ils sont partis les milliards, ils sont plus là, ça y est, c'est fini. Exactement, mais ça fait quand même, c'est bien qu'on ait de la croissance avec les milliards qui ont été mis. Ça aurait été dommage qu'on les ait pas, et en plus on est tombé plus bas que les autres, donc si en plus on n'avait pas eu les milliards. Mais au moment où on va enlever les milliards, c'est là que se posent toutes les questions de macroéconomie, à qui appartient la dette et de qui dépend-on. Et donc à partir de ce moment-là, on part sur des débats qui sont différents, mais ils sont quand même là. Mais tu penses que le 47% du déclin, c'est à cause de ces 450 milliards, un peu ce que disait Stéphane? Tout ça, c'est un peu lié. C'est-à-dire que ça donne une perception d'une France qui est moins flamboyante, qui est moins... D'ailleurs, c'est souvent repris d'un point de vue politique autour de souveraineté, d'essayer quand même de se réaccaparer sa souveraineté politique, sa souveraineté même monétaire, etc., pour essayer d'être entre nous, pour essayer de mieux maîtriser le truc. Donc la réponse, elle est plutôt comme ça. Mais on a quand même des symptômes on est plus fragile qu'avant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plein d'hyper-tendances qu'on voyait, qu'on apprenait à l'école. À un moment donné, les Chinois sont là, donc ils changent complètement la balance, que le monde va voyager, ça y est, il voyage, il est partout, et on n'est plus des petits territoires, c'est une réalité. Enfin, toutes ces macroéconomies, ces macro-tendances dont on parlait il y a 20 ans, maintenant c'est une réalité. Et je pense que ça aussi, ça chamboule significativement notre perception du monde, notre perception, comme l'écologie. L'écologie, maintenant, il y a 20 ans, vous parlez de réchauffement climatique, maintenant, c'est bien une réalité. Vous voyez bien avec la mer, les glaciers. Enfin, ça change. Bon, un mot là-dessus, Stéphane? Deux mots, si tu permets. Sur le déclin, moi, j'ai été très intéressé par la partie. Souvent, ressort l'école. Le déclin de l'école, de la formation et du niveau. Et moi, je pense que je me souviens pas avoir vu une proportion spécifique dans les 47%, mais je suis quasi sûr de ça. Il faudra regarder, mais effectivement. Moi, je suis fils d'instituteur, de prof, etc. Donc, évidemment, c'est un sujet que je connais très bien. S'il y a un déclin fondamental, il est là. Il est dans la formation et donc dans la puissance de la France de demain. Je suis pas sûr que ce soit à cause de la dette, parce que les gens ne comprennent plus rien à ces dettes européennes. Tu nous as dit le contraire il y a un instant. Non, tu nous dis de fiscalité bien concrète quand ça va arriver, sur ta feuille en oui, mais c'est à cause de la dette qu'ils ont peur du coup de massue fiscale. Ce en quoi ils se gourrent totalement d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est bien ce que je suis en train de dire. Je le dis depuis un an et demi, moi. Moi, je suis assez d'accord. Je suis un optimiste, je vous le redis, donc qui s'inquiète et qui se pose la question du plan du projet de loi de finances, etc. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec eux. Juste, Stéphane, un tout petit mot sur la réaction. Et là, c'est totalement impartial, ce que je dis. La réaction du président de la République à cette étude de challenge qui s'est fendue d'un texte, j'invite beaucoup de gens à lire ce texte, parce que c'est très littéraire, parce que évidemment, Emmanuel Macron c'est du Macron. Littéraire. Oui. Ouais, moi, j'en ai lu 2 paragraphes, j'ai arrêté. Oui, mais moi, j'ai lu jusqu'au bout. Et comme moi pour les allocutions à la télévision, au bout de 3 minutes. Tu as lu jusqu'au bout? Oui, j'ai lu jusqu'au bout. Attends, si, parce que j'ai trouvé intéressant, en fait, comment dire, on a des statistiques, la moitié est quand même plutôt positive, l'autre moitié reste quand même... Ouais. Bon, là...
tu avais un discours de lendemain de Coupe du Monde où tout va bien, etc., etc. Donc en fait, ça rejoint ce que tu Non, mais alors il y a plutôt une ambiance de perception. On a envie que ce soit positif. Et moi, comme je suis un optimiste, j'ai trouvé que le texte était sympa parce qu'il mettait de l'optimisme. Attends, alors cours, il y a, c'est une interview qui a maintenant une dizaine de jours de Clément Beaune, qui à mon avis est une des têtes pensantes de la campagne Macron. Très proche du président. Ouais, très proche dans le monde, parce qu'il parlait de tout sauf des affaires européennes. Donc, voilà. Et donc, c'est en gros, la campagne, c'est le camp de la raison face à ceux qui font du supposé déclin de la France un fonds de commerce. La lucidité. C'est un bon argument, ça, Jean-Christophe? Non, c'est un très mauvais argument. C'est vrai. Oui, Vas-y. Je pense que le camp de ceux qui font du déclin de la France l'alpha et l'oméga de la situation actuelle, ce camp n'existe pas. Il se fabrique un ennemi qui est un ennemi qui n'existe pas. Du côté de Zemmour et tout ça, quand même. Ouais, je ne suis pas certain que le discours soit un discours de déclin. C'est plutôt un discours de souverainisme, c'est plutôt un discours de rébellion, d'autorité, etc. etc. Les ligues fascistes dans les années 30 en France, elles ne parlaient pas du déclin de la France, hein. Elles ne parlaient pas du tout de ça. On est à peu près sur les mêmes thématiques, on est à peu près dans le même fonds de commerce. Donc les forces du déclin n'existent pas. À mon sens, c'est une erreur de communication politique majeure. Ils confondent déclin et conservatisme. Absolument. En fait. Et c'est une erreur de communication majeure que le président et son camp sont en train de faire pour la présidentielle, que de penser qu'ils ont à affronter des déclinologues. Le problème étant que, finalement, dans l'argumentation, ils loupent totalement leur cible. Et ils ne parlent pas à cet électorat. L'électorat qui vote Zemmour, Marine Le Pen, j'en passais des meilleurs, Dupont-Aignan et consorts, ne vote pas en pensant que la France est en déclin. Ils ont une demande d'autorité, ils ont une demande de conservatisme, ils ont une demande de fossilisation à un moment donné d'un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas dans une lutte contre le déclin. Je zappe sur les tendances xénophobes, racistes, etc. Non, mais très intéressant. Les gars, on marque une pause, on se retrouve dans un instant.